Bien, nous allons reprendre d'ici un court instant nos travaux parce que je vois que la salle est un peu clairsemée et il est possible que quelques personnes vont encore nous rejoindre. Donc on va recommencer dans 2 minutes maintenant. Au moins par respect pour vous qui êtes à l'heure. Ah bah écoutez. Ah bah non, j'allais le faire, mais... Enchanté, Bonjour bonjour. madame. Bonjour Valérie Ruiz Domingo. Très bien. Oui, oui. C'est ça. Attention, pas de chute. Ça serait la première et il ne faut pas qu'elle ait lieu. Bien, ben, écoutez, merci d'être là. Nous allons commencer cette nouvelle session de l'après-midi que nous allons un peu moduler, je le dis, parce que d'abord, il y a un absent à chacune des tables rondes qui va commencer. Et donc, nous allons terminer a priori vers 15h15 au lieu de 15h30. Et nous reprendrons à 15h45 pour finir à 16h45. Comme vous le savez, il y a des problèmes aussi de train et certains de nos intervenants doivent repartir sur Paris. Et le dernier train, Rouen-Paris, est à 16h10. Et oui, et il n'y en a plus après. Si, demain matin, mais c'est autre chose. Et il faut, mais bien sûr, madame, absolument. C'est ce que vous avez fait, je crois. Vous avez eu raison. Bien, après avoir vu les enjeux de la décarbonation dans l'industrie, dans les transports, nous allons nous arrêter sur un enjeu très important de l'hydrogène qui concerne la souveraineté de notre pays, évidemment souveraineté ravivée, si j'ose dire, depuis la crise et la guerre en Ukraine notamment. Pour nous parler de sécurité énergétique, 3 invités. Valérie Ruiz Domingo, vous êtes vice-présidente hydrogène pour le groupe Engie. À vos côtés, Geoffroy Anger, responsable du business développement. Ah non, pas à vos côtés, pardon, mais à côté de moi, responsable du business développement hydrogène chez GRT Gaz. Et vous remplacez Anthony Mazinga, qui n'a pu être des nôtres. Et Cédric Léonard, vous êtes conseiller études prospectives à la direction économie du système électrique RTE. Vous allez commencer cette session. Nous allons vous entendre et j'excuse Marion Baudouin, qui est chef de projet stratégie hydrogène à la région Grand Est et qui fait partie de cette nouvelle hécatombe de Covid. Elle en est victime et elle ne peut être des nôtres. Voilà pourquoi nous allons gagner un petit peu de temps. Alors, nous vous écoutons, Cédric Léonard. Je disais conseiller études prospectives à RTE. RTE publie chaque année les futurs énergétiques. Ceux de 2050 ont été publiés récemment. Et vous allez nous dire
comment l'hydrogène est intégré à ces futurs énergétiques. Nous vous écoutons, soit au pupitre, soit... Eh bien, très bien. Et l'outil est sur le pupitre. Il vous suffit d'appuyer sur la touche verte et vous allez voir, ça va partir. Sur la flèche verte. Voilà. Le temps qu'on vous voit à l'écran, et après ça part. Ah non, vers dans cette direction. D'accord, et moi je... Ah mais je le vois, d'accord, pardon, excusez-moi. On vous a mis 2 écrans de retour, c'est gentil. mais peut-être les faut-il plus grands, je ne sais pas. Non, mais je blague. la tête en l'air. Ah oui, parce que si vous devez vous tourner pour voir Bah cet oui, c'était écran-là... pas pratique. Non, il y a un respect quand même de l'intervenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation à parler dans ce panel. Je suis très honoré. Alors effectivement, nous publions tous les ans, alors ça ne s'appelle pas tous les ans Futur énergétique, ça s'appelle le bilan prévisionnel, ça fait partie de nos missions légales, qui est de... Enfin, nous, RTE, on est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. RTE, ça veut dire réseau de transport d'électricité. On a comme mission d'exploiter, d'investir dans le réseau de transport, mais on a aussi comme mission d'assurer en temps réel l'équilibre des flux, donc l'équilibre entre la production, enfin, les injections et les soutirages d'électricité. S'il n'y a pas cet équilibre, le système part rapidement au blackout. Donc ça fait partie de notre mission. Et on a une mission d'éclairer les pouvoirs publics et toutes les parties prenantes sur l'avenir du système électrique à différents horizons, 5 ans, 10 ans, et puis jusqu'à 2050, pour ensuite permettre la prise de décision publique en faisant des scénarios et en évaluant les conséquences des différents scénarios. Alors sur l'hydrogène, moi je vais plutôt vous parler des enjeux autour de l'intégration de l'hydrogène dans le système électrique. Qu'est-ce que ça représente comme le développement de l'hydrogène bas carbone et de l'hydrogène produit par électrolyse? Qu'est-ce que ça veut dire pour le système électrique? Et quels sont les enjeux, notamment autour de la sécurité d'approvisionnement en électricité? Bon, ça, ce slide-là, il ne va pas vous apprendre grand-chose, mais c'est juste, je pense qu'en témoigne ce salon. Il y a une vraie dynamique autour du développement de l'hydrogène et de l'électrolyse en particulier. Donc c'est quelque chose qu'on voit avec tout un écosystème qui se développe, mais aussi dans tous les scénarios de transition énergétique qu'on voit. On a plus regardé ceux en Europe, mais ce n'est pas spécifique à l'Europe. L'hydrogène bas carbone est une brique importante de la décarbonation des économies. Et si vous regardez le graphe qui est en haut à droite, c'est la part de l'hydrogène et de ses dérivés, c'est-à-dire les carburants de synthèse et le méthane de synthèse dans la consommation finale, dans différents scénarios, ceux de la Commission européenne, ceux des gestionnaires de réseaux, des associations de gestionnaires de réseaux de transport électricité et gaz, et puis ceux d'un certain nombre de parties prenantes. Dans tous ces scénarios, on a des parts de l'hydrogène dans la consommation finale qui représentent typiquement de l'ordre de 20%, voire plus, contre aujourd'hui quelque chose qui est infinitésimal. Donc il y a vraiment un point commun de tous ces scénarios, c'est de miser sur le développement de l'hydrogène pour décarboner les usages. Et de l'hydrogène qui va être essentiellement produit par électrolyse, c'est ce que vous voyez dans le graphe du bas, dans la consommation d'électricité dans ces mêmes scénarios, la part qui est entre guillemets réservée, enfin, ou en tout cas utilisée de la part de la consommation d'électricité qui servira à faire de l'hydrogène. Donc demain, ça veut dire l'hydrogène, c'est une composante très importante de la consommation d'électricité dans ces scénarios. Alors, dans la stratégie française, la SNBC actuelle, finalement, c'est plutôt moins important que ce qu'on voit dans pas mal d'autres pays et dans les scénarios européens. Mais malgré tout, ça reste quelque chose qui est important. Et donc, nous, dans nos missions, on doit se préparer, on doit évaluer comment le système électrique demain fonctionnera avec cette consommation supplémentaire et les conséquences que ça peut avoir sur le fonctionnement du système. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes vues de nous, et c'est pour ça qu'on est preneur d'écouter tous les intervenants et de discussions qu'on peut avoir sur comment ça va se développer. Est-ce que l'hydrogène va être massivement stockable? Est-ce que les électrolyseurs vont fonctionner en bande? Est-ce qu'ils vont fonctionner à certaines périodes quand il y a de la production ENR? Est-ce qu'ils vont s'effacer dans les situations de tension? Tout ça, c'est aujourd'hui pas mal d'incertitudes qui vont conditionner l'avenir du fonctionnement du système électrique.
Et dans nos missions légales, on doit apporter ces éclairages. Et c'est ce qu'on a fait dans Futur Énergétique et dans un rapport qu'on avait publié aussi en 2020 qui portait sur l'horizon 2035 sur le développement de l'hydrogène bas carbone par électrolyse. Alors l'hydrogène, il y a nous, on identifie deux enjeux du développement de l'hydrogène. Premier enjeu, je pense, dont on a essentiellement parlé ce matin. Moi, je suis arrivé trop tard pour la première session, mais c'était sur la mobilité. C'est l'enjeu de décarboner à la fois les usages actuels de l'hydrogène, qui sont aujourd'hui produits beaucoup par vaporeformage en émettant du CO2, et de développer de nouveaux usages qui sont aujourd'hui basés sur des combustibles. Donc ça, je dirais, c'est le levier prioritaire, c'est de remplacer ces combustibles par de l'hydrogène qui a la bonne propriété de ne pas émettre de CO2 quand on le brûle ou quand on l'utilise dans une pile à combustible. Et si en plus on le produit sans émettre du CO2 par électrolyse avec des sources bas carbone d'électricité, eh ben, on décarbone. Ça, c'est un premier enjeu qui est quand même la priorité dans tous les scénarios et la priorité de la France. Il y a un deuxième enjeu que nous, on peut voir à plus long terme dans certains scénarios et pas dans tous les scénarios, c'est d'utiliser l'hydrogène comme un vecteur de stockage d'électricité. Enfin, on stocke sous forme de molécules de l'électricité qu'on aurait en abondance à certaines périodes quand il y a beaucoup de production renouvelable ou nucléaire et qu'on en a trop par rapport à la consommation. On peut stocker et on peut déstocker très longtemps après à des moments. On peut par exemple stocker en été quand on a beaucoup de photovoltaïque en milieu de journée et déstocker en hiver pour produire de l'électricité à partir de centrales à hydrogène, de cycles combinés ou de piles à combustible. Alors, ça n'a pas forcément un excellent rendement, mais c'est une des rares solutions qui nous permet de faire un stockage d'électricité sur du temps long, en plus des barrages hydrauliques, mais dont le gisement de développement est limité. Alors, sur le premier levier, je pense que les présentations de ce matin en ont donné un aperçu. Si on regarde un petit peu les différents scénarios, il y a une question qui se pose, c'est combien il y aura d'hydrogène dans la consommation finale. Et un des points clés, il y en aura dans l'industrie, a priori pas mal, mais un des points clés, ça va être le développement de l'hydrogène dans la mobilité, notamment dans le transport aérien. Si on mise sur l'hydrogène et ses produits dérivés, ça peut faire des quantités considérables de consommation d'électricité pour le produire. Bon, nous, on a fait plusieurs scénarios, mais d'autres, France Hydrogène en fait, enfin plein de gens font des scénarios sur l'hydrogène, et c'est souvent le point qui différencie les scénarios, c'est la part de la mobilité qui est faite à partir de l'hydrogène. Sur l'autre enjeu, l'autre intérêt de l'hydrogène pour le système électrique, qui est de constituer une solution de stockage, ce qu'on appelle le power to hydrogène ou power to gas to power, mais enfin, to hydrogène en particulier. Alors ça, c'est nos analyses qu'on a publiées dans les Futurs énergétiques. Déjà, l'hydrogène, c'est une des solutions pour faire ça, mais il n'y a pas que cette solution-là. On peut aussi passer par le méthane. Mais a priori, l'hydrogène a un meilleur rendement parce qu'on évite un étage de méthanation avec une perte de rendement plus des capex associés. Ce qu'on voit, c'est que dans certains scénarios, quand il y a beaucoup de renouvelables, notamment tous les scénarios où on ne relance pas de production de centrales nucléaires en France, on a besoin de cette source de flexibilité pour gérer l'intermittence des énergies renouvelables. L'intermittence jour-nuit du photovoltaïque, on peut la gérer avec des batteries, c'est bien adapté, ça a des bons rendements, mais par contre l'intermittence été-hiver ou entre les semaines, on ne sait pas la gérer avec des solutions de type batterie, et donc c'est une des rares solutions, qui se présente à nous, et nos conclusions, c'est qu'on a besoin de cette solution, d'avoir un gaz décarboné stockable, et ça peut être l'hydrogène, pour gérer ces besoins de flexibilité du système électrique. Alors, ce n'est pas un besoin qu'on voit tout de suite, c'est un besoin qu'on voit à partir de 2040 dans les scénarios où on renonce à faire de nouvelles centrales nucléaires ou qu'on n'en fait pas beaucoup. Mais dans ces scénarios-là, ça représente un besoin pour l'équilibre du système électrique. La question qui est générique aux deux besoins, c'est la flexibilité du système hydrogène. Même si l'hydrogène, on n'en a pas besoin comme moyen de stockage pour le système électrique, il y a une vraie question qui se pose sur comment vont fonctionner les électrolyseurs demain. A priori, la consommation finale,
elle devrait être plutôt pas trop saisonnalisée dans l'industrie ou dans la mobilité. Par contre, est-ce que les électrolyseurs vont fonctionner en bande, en continu? Est-ce qu'ils vont fonctionner au moment où on a des excédents de production ENR? En fait, c'est une question qui nous taraude, enfin nous présente beaucoup d'enjeux dans nos analyses prospectives du fonctionnement du système électrique. Et ce qui va être clé, ça va être la capacité à développer massivement des stockages d'hydrogène. Si on est capable de développer massivement des stockages d'hydrogène à des coûts abordables, on peut imaginer d'avoir des électrolyseurs qui fonctionnent au moment les plus intéressants pour le système électrique et qui permettent d'alimenter une consommation en continu en utilisant les stockages. Si on n'a pas de capacité de stockage massive, il faudra que les électrolyseurs fonctionnent plus en bande, et ce n'est pas du tout la même histoire pour le système électrique et pour la sécurité d'approvisionnement en électricité. Ça veut dire qu'on aura moins de flexibilité, on aura moins de capacité à effacer les électrolyseurs dans les situations de tension, et ça peut être plus problématique. Donc aujourd'hui, nous, on a fait quelques estimations dans nos différents scénarios sur les besoins de stockage que ça peut représenter. On est potentiellement sur des dizaines de térawattheures de capacité de stockage si on veut avoir une flexibilité maximale des électrolyseurs, et maximale et optimale, on va dire, des électrolyseurs. Aujourd'hui, il y a pas mal de points d'interrogation sur qu'est-ce qu'on arriverait à mobiliser comme capacité de stockage en France. Il y a des chiffres qui circulent, de l'ordre de 5 TWh qui pourraient être issus de reconversion de cavités salines aujourd'hui au méthane, reconversion à l'hydrogène. Est-ce qu'on peut aller plus loin? À quel coût ça représente? Aujourd'hui, c'est une source d'incertitude, et c'est des sujets sur lesquels on travaille en partenariat avec nos collègues gaziers. Alors j'en ai un petit peu parlé sur les modes de fonctionnement. On voit quand on discute avec les porteurs de projets d'électrolyse des business models qui sont différents, et on n'arrive pas aujourd'hui, nous, à y voir très clair sur quand tous ces électrolyseurs qui nous sont annoncés pour 2025, 2027, 2030, comment ils vont fonctionner. Donc on a des modèles où des électrolyseurs fonctionnent plutôt en bande, voire complètement en bande, parce qu'ils livrent un industriel qui a un process qui utilise de l'hydrogène en bande et qui n'aurait pas gardé un SMR. Et ça a l'avantage de maximiser l'utilisation des électrolyseurs et du coup de minimiser les capex d'investissement. Par contre, cet hydrogène, il n'est pas forcément, au vu des textes européens qui sont sortis récemment, enfin qui sont encore en discussion, mais cet hydrogène ne serait pas qualifié de renouvelable. Il pourrait être qualifié de bas carbone, mais pas renouvelable, et du coup ne pas remplir un certain nombre d'obligations qu'auraient les États membres de taux d'hydrogène renouvelable dans la consommation finale. On peut avoir des modes de fonctionnement qui sont plus asservis sur la production des énergies renouvelables, des modes en autoconsommation, par exemple, qui peuvent présenter l'intérêt d'avoir, au vu des textes européens, la qualification d'hydrogène renouvelable, et du coup de remplir des objectifs de développement d'hydrogène renouvelable que imposera la révision de la directive RED III. Mais par contre, dans ces cas-là, on a des capex qui sont plus élevés parce que les électrolyseurs, ça coûte cher, et ils fonctionneront, pour produire la même quantité d'hydrogène, il en faudra plus. Et il faut développer, dans ce cas-là, des stockages, ou alors garder des SMR pour faire le backup, ce qui soulève quand même des questions de est-ce que, d'un point de vue carbone, c'est si bien que ça. Donc nous, on en est un peu là aujourd'hui, avec pas mal d'incertitudes. Donc dans nos analyses, on essaye de regarder combien ça coûte, les différents modes de fonctionnement. Jusqu'ici, on se disait que les modes de fonctionnement en base à court terme étaient probablement ceux qui étaient, on va dire à horizon 2030, ceux qui étaient potentiellement les plus rentables. C'est ce qu'on a publié dans notre précédent rapport. Avec les textes européens, les obligations d'hydrogène renouvelable, les modes de qualification d'hydrogène renouvelable, il y a quand même énormément d'incertitudes qui pèsent sur les porteurs de projets, et du coup qui pèsent sur le gestionnaire de réseau de transport d'électricité, sur comment tout ça va fonctionner. Et donc aujourd'hui, on en est dans remettre à jour nos analyses et discuter. Et donc on est preneur de discussions avec tous les acteurs, les porteurs de projets, sur comment ils voient leur modèle d'affaires, comment ils voient fonctionner leurs électrolyseurs. Est-ce qu'ils vont s'effacer lors des périodes de tension, qui est un sujet extrêmement critique pour nous, si on a 6,5 gigawatts comme le prévoit
le plan hydrogène et que en fait, quand il fait très froid l'hiver et qu'il n'y a pas de production renouvelable, s'il ne s'efface pas, ce n'est pas du tout la même histoire que s'il s'efface. Et donc, on est dans l'analyse un petit peu des modèles d'affaires et de la discussion avec les différents porteurs de projets, les parties prenantes, pour affiner cette vision des enjeux et des impacts qu'aura le développement des électrolyseurs sur le système électrique. Je ne sais pas si j'ai explosé mon temps de parole, mais je crois que j'ai fini. Ah ben, écoutez, c'est parfait. Merci beaucoup, Cédric Léonard. Juste une question, est-ce que les réseaux électriques doivent être redimensionnés? Est-ce que c'est un enjeu pour vous? Alors, globalement, oui. Pour la transition énergétique, pas spécifiquement pour l'hydrogène. C'est une des conclusions de notre rapport, c'est que il y a des investissements massifs à envisager on va dire d'ici 2050. Enfin, il ne faut pas attendre 2050, mais dans les 30 ans qui viennent. Quand on dit massif, ça veut dire quoi? Enfin, quand vous dites massif, ça veut dire quoi? Alors, j'ai un petit doute sur le chiffre qu'on a mis, mais on est de l'ordre de la centaine de milliards d'euros sur 30 ans. L'ordre de grandeur, j'ai plus le chiffre précis en tête, mais il est dans notre rapport. On passera parmi vous dans la salle. Je pourrais vous le retrouver. Alors, c'est du coup un rehaussement de nos niveaux d'investissement actuels, mais c'est aussi derrière une consommation supplémentaire, enfin une consommation plus importante. Donc ça ne veut pas dire que par mégawattheure consommé, c'est beaucoup plus cher. Et ça, c'est pas un truc spécifique à RTE, hein, c'est le cas aussi d'Enedis. Enfin, il y a un enjeu effectivement, ça va coûter de l'argent et dans ces investissements, il y a une grande part qui est de l'offshore, hein, le raccordement des projets offshore. Il y a aujourd'hui pas mal de questions autour de la décarbonation de l'industrie, des process qui vont se décarboner, qui vont nécessiter plus d'électricité. Donc dans certaines zones, a été évoqué ce matin la vallée de la Chimie près de Lyon, mais il y a la zone de Fos-sur-Mer, il y a la zone de Dunkerque où il y a pas mal de questions sur comment on alimente ces nouvelles consommations d'électricité. Et dedans, il y a les électrolyseurs qui potentiellement soulèvent d'autres questions parce que autant un process industriel qui se décarbone, là, on ne va pas déplacer l'usine. Par contre, un électrolyseur, on peut se poser la question de où est-ce qu'on met l'électrolyseur. Est-ce qu'il faut le mettre proche de la consommation ou est-ce qu'on peut combiner avec un réseau d'hydrogène et trouver une sorte d'optimisation? Donc il y a des questions qu'on travaille avec nos amis gaziers. Et puis les électrolyseurs se posent aussi la question de comment ils fonctionnent et s'ils fonctionnent en bande ou s'ils fonctionnent qu'à certaines heures, du coup, ce n'est pas les mêmes impacts sur le réseau. Donc ça, c'est des sujets qu'on étudie avec les porteurs de projets, les gestionnaires de réseaux d'infrastructures ou futurs gestionnaires de réseaux d'infrastructures hydrogène pour voir quelles peuvent être les solutions pour être là à l'heure et dans les moindres coûts pour décarboner, pour pouvoir permettre la décarbonation de l'économie. Très bien. Eh bien. Vous ne manquerez pas de travail, je pense, dans les années qui viennent. Merci beaucoup, Cédric Léonard. Nous allons poursuivre avec vous, Valérie Ruiz Domingo. Vous êtes donc vice-présidente hydrogène pour Engie. Quel rôle pour l'hydrogène dans l'atteinte de la neutralité carbone que vous espérez? Et en quoi l'hydrogène peut contribuer justement à la sécurité d'approvisionnement en électricité? Nous vous écoutons. Merci. Et vous avez Il marche. Allô? Oui, parfait. Merci beaucoup. Et merci de m'avoir invité pour partager. Toujours intéressant aussi de confronter avec RTE, notamment, notre vision des choses. Donc, voilà, juste un rappel, en fin de compte, pour ceux qui connaissent peut-être moins Engie dans l'hydrogène. Tout d'abord, en fin de compte, on est leader et on souhaite le rester dans l'hydrogène renouvelable. Justement, la comparaison tout à l'heure, RTE proposait, et je partage, difficulté hydrogène renouvelable versus hydrogène bas carbone. Nous, notre objectif, c'est bien de l'hydrogène renouvelable. On a été précurseur, évidemment, dans le développement de cette chaîne. J'y reviendrai tout à l'heure, mais ça fait 5 ans, en fin de compte, on travaille vraiment sur ce sujet qui est vraiment très important pour nous. Et puis, comme vous l'avez noté, ça va permettre la décarbonation des clients, notamment industriels et aussi de la mobilité. Donc, on est vraiment, c'est une des sources pour réussir la transition énergétique et évidemment dans les territoires aussi. Alors, Engie, c'est vrai qu'on a une particularité, c'est que, je vous le disais précédemment, on est parti depuis 5 ans. Il y a 200 collaborateurs dans le groupe qui travaillent sur l'hydrogène.
Et puis, on est vraiment sur toute la chaîne de valeur, donc de l'amont jusqu'à l'aval. On a évidemment un portefeuille de renouvelables qui est soit existant, donc quand je dis renouvelable, c'est aussi bien évidemment du PV que de l'éolien. Hein. Et nous sommes aussi dans les infrastructures gazières. Donc on combine, j'allais dire, notre compétence gazière avec une compétence électrique qui est évidemment les deux sources, on va dire, aujourd'hui du développement du marché de l'hydrogène. Donc, on a une présence et on voit bien ici, hein, à Rouen, on en a parlé pendant ces 2 jours, on a des projets, nous sommes présents, donc on a une véritable, j'allais dire, un véritable goût pour les partenariats privés, publics, justement pour développer les territoires. Et on continue bien évidemment à le faire sur l'hydrogène. Donc, ça, c'est important. Et notre présence, notamment dans les ports. J'arrête d'appuyer alors, c'est ça? Ah, voilà. Super. Quand je dis ça, normalement... Après, il aurait fallu que je le fasse par cœur, hein, donc là, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. Alors, évidemment, on a sorti, nous, une feuille de route. Hein, Engie a sorti il y a à peu près 1 an sa feuille de route, partagée évidemment avec le marché et les actionnaires d'Engie, avec une ambition très forte, notamment en 2030. Et vous voyez ici, on vise 3 segments bien distincts. Tout d'abord, les industriels, et je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'échanger. On vise en fin de compte une capacité d'électrolyse, donc production d'hydrogène vert de 4 gigas en 2030, avec cet objectif qui est vraiment mondial. On a un second, et j'y reviendrai hein, sur la décarbonation de certaines industries. On a aussi, en fin de compte, un deuxième segment qui est aussi très important pour nous, et j'en parlais juste il y a quelques secondes, c'est sur la mobilité, avec les partenariats vraiment privés, publics, territoriaux. On est plus dorénavant sur une mobilité que nous, on appelle lourde. On avait commencé par des véhicules légers et on s'aperçoit qu'il y a quand même très forte compétitivité avec les véhicules électriques. Donc, quand on dit mobilité lourde, c'est tout ce qui peut être trafic, évidemment, routier, maritime, ferroviaire et puis un jour certainement l'aviation. Et pour ça, je veux dire, on a en France une ambition de développer plus de 100 stations de recharge hydrogène. Puis on a un troisième segment parce qu'effectivement on est gazier et je sais que Geoffroy Gertegas tout à l'heure reviendra dessus, mais néanmoins on a une ambition de développer 700 km de pipe dédiés hydrogène à l'horizon 2030. Et nous avons, et ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, sur évidemment une ambition pour dédier des capacités de stockage d'hydrogène, notamment en cavité saline, de 1 TWh sur les 4-5 que mentionnait tout à l'heure monsieur. Donc voilà, on est vraiment sur toute la chaîne et on a cette ambition qui est effectivement très, très ambitieuse. Alors notre vision, je dirais, elle s'exprime comment ? Alors tout d'abord, on essaye de cibler évidemment les bonnes géographies. Hein. Le groupe est un groupe mondial, on est à peu près dans tous les pays, en tous les cas sur tous les continents avec certitude. Donc on essaye de cibler les bonnes géographies pour développer l'hydrogène. Évidemment, là où on dispose d'un portefeuille d'énergie renouvelable, évidemment compétitif. Et je pense que le mot compétitif, on l'a entendu hier, on l'a encore entendu aujourd'hui dans des ateliers. C'est vraiment le maître mot, c'est comment on peut réduire en fin de compte le coût de production de l'hydrogène renouvelable pour qu'il puisse remplacer l'hydrogène gris. Donc pour nous, c'est important, il faut avoir cet accès à sources d'énergie renouvelable qui soit évidemment compétitif, d'où ce choix de stratégie. On a besoin aussi d'être sur des continents où les politiques sont favorables. Et là, on a un vrai sujet aujourd'hui sur l'Europe, sur les différents actes délégués qu'on a attendus, qu'on attend encore et d'autres qui viendront. On a besoin d'avoir cette visibilité sur le système régulatoire, tout simplement pour permettre aux industriels et je veux dire aux off-takers de se positionner et de s'engager pour pouvoir décarboner leur industrie. Et on a besoin évidemment de financement pour le faire en Europe. Voilà, donc ça, j'allais dire, c'est la première brique de
de notre vision. La deuxième, je reviens sur ce sujet de décarboner et d'avoir ces off-takers clés. On a des industries, on le sait, qui de toute manière seront très difficiles à décarboner. Et quand je dis des industriels, ce sont des industriels qui sont dans des domaines tels que les mines, l'ammoniac, la production d'engrais, les raffineries, l'acier, etc. Ce qui représente quand même un certain nombre d'industriels qui vont avoir du mal à se décarboner. Et donc nous, on essaye de leur apporter des solutions pour décarboner le plus rapidement possible, sachant que pour certains, ils vont avoir, dans le cadre de Fit for 55, ils vont avoir évidemment des contraintes très très importantes et même voire plus rapides que ce qu'ils avaient imaginé. Le troisième mode, c'est le segment, j'allais dire, sur la mobilité dont je parlais tout à l'heure. C'est en fin de compte développer ce que nous on appelle des mini-hubs ou des hubs multi-usages qui peuvent servir en réalité à différents clients finaux. Tout à l'heure, on prenait l'exemple de Lyon avec la vallée de la chimie. Ça permettrait de servir des industriels. Nous y sommes présents. On pourrait aussi apporter cette brique d'hydrogène pour développer le ferroviaire. Demain, on fait ça sur l'aéroport de Toulouse. On alimente, en fin de compte, en hydrogène les différents véhicules de logistique qui sont sur le port. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir ces mini-hubs à multi-usages qui apportent une valeur ajoutée avec des services en plus. Et puis la quatrième pilier, c'est répliquer la solution qu'on pourra développer avec du stockage, des canalisations, et ça je ne vais pas m'étendre dessus, parce que c'est aussi ça, on a besoin, vous disiez tout à l'heure, d'interconnecter les hubs régionaux. On aura besoin aussi de connecter après vers l'Europe, d'où à plus long terme, c'est de développer aussi ces hubs d'infrastructures internationaux qui permettront en fin de compte de rendre ce marché liquide et surtout de le développer, parce que je pense qu'on est peut-être tous ici présents, mais de temps en temps dans l'esprit commun, on a l'impression que le marché existe déjà, mais en réalité le marché de l'hydrogène renouvelable n'existe pas aujourd'hui, donc il faut se doter toutes les conditions nécessaires pour pouvoir le faire afin de décarboner le plus rapidement possible. Là c'est juste, on a eu nous l'occasion déjà de parler des projets en France que l'on développe. Là c'est juste pour vous faire un zoom, je dirais, sur Engie dans le monde a plus de 100 projets en réalité d'hydrogène. Là, on a fait un focus que sur les 30 grands projets de production d'hydrogène dans le monde, donc dans l'hydrogène renouvelable. Et vous voyez ici comment se répartissent aujourd'hui nos projets. Nous sommes évidemment sur les continents américains, notamment on a 5 projets phares au Chili. Nous regardons aussi le Brésil. Sur ce continent, nous regardons aussi l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, mais la régulation est un autre poème avec le tax credit de Joe Biden qu'on attend toujours. On espère l'avoir pour septembre. Donc voilà, on a toujours besoin de ces financements. Nous sommes aussi, quand vous regardez, nous on a une zone AMEA qui est très très large parce qu'elle fait l'Afrique, elle fait le Middle East et elle va jusqu'à l'Australie. Nous avons 2 projets en Australie de développement d'hydrogène vert. Le projet Yuri que vous voyez ici, c'est avec un partenaire qui s'appelle Yara et qui est en fin de compte un producteur d'engrais. Nous avons un projet de e-ammonia. Et puis, nous avons aussi Murray Valley, qui est là du blending dans des pipes, en fin de compte, qu'on est en train de tester plus avant. Et nous sommes en Afrique du Sud, où nous avons en réalité réussi au mois de mai. C'est le premier camion minier avec Anglo-American qui fonctionne à l'hydrogène vert, puisque jusqu'à présent, il fonctionnait au diesel. Et c'est une grande première, parce que pour ceux qui ont déjà vu des photos de camions miniers, c'est gigantesque avec des poids incroyables. Donc ça, c'était une première et c'est vraiment quelque chose qu'on peut évidemment dupliquer dans les autres zones. Et puis, voilà, il y a l'Europe, évidemment, parce que c'est notre cœur, c'est notre berceau et nous avons des projets au Portugal avec Galp et EDPR. Nous sommes à Massilia, nous aidons Total sur leur site de la Med à décarboner en fin de compte leur raffinerie. Tout à l'heure, on parlait des grandes zones aussi de Dunkerque. Nous sommes aussi sur le projet Reuse avec ArcelorMittal pour les aider à décarboner en fin de compte leur site de Dunkerque. Et puis, nous avons évidemment, surtout de par notre histoire, en réalité, des projets en Belgique
sur tout l'axe des ports, et puis aussi aux Pays-Bas avec un projet de High Netherlands pour produire du e-méthanol. Donc voilà, sur nos projets, en fin de compte, aujourd'hui, je pense que et tous les acteurs sur le marché sont plus sur le développement de e-fuel pour l'instant, donc e-ammonia, e-méthanol, que vraiment de l'hydrogène pur. On voit qu'en fin de compte, ce sont des industries qui doivent se décarboner le plus rapidement possible. Et comme ils produisent déjà, par exemple, de l'ammonia, ils veulent juste se passer en vert avec du renouvelable et ce genre. Voilà, c'était très rapidement. Évidemment, en France, on a toutes les stations d'évitaillement dont je parlais précédemment. Et je laisserai Geoffroy parler des infrastructures et du maillage. Mais c'était pour vous donner une idée de la présence et vraiment juste pour les key messages que je peux faire passer, c'est vraiment sur l'Europe. On attend une régulation qui permettra de la visibilité pour que les off-takers s'engagent. On a besoin aussi d'avoir des financements. Aujourd'hui, les process IPCEI, Innovation Funds sont trop longs. En fin de compte, on a besoin de raccourcir si on veut développer cette filière et si on veut développer le marché. Et puis, on a aussi des aspects fonciers qui fonctionnent. On a un manque de foncier pour développer tout ça. Et aussi bien, en Europe que, au grand international. Donc voilà, si on veut accélérer, si on veut passer, comme on dit, au scale-up des projets, on a besoin vraiment maintenant d'une mobilisation générale et d'une accélération. Peut-être un mot sur le projet dans la région Grand Est, puisque Marion Baudouin n'est pas là. Quelques mots peut-être. Alors, moi, je connais. Ça concerne plus, en fait, les infras que moi. Mais par exemple, sur le territoire, on a sur l'axe Seine qui est très important pour Engie. On a gagné il y a peu de temps, il y a quelques jours, en fin de compte, avec Aropaport, en fin de compte, développer le port de Gennevilliers, justement en liaison pour produire des mini-hubs dont je parlais tout à l'heure, qui est au cœur de Roissy, Orly, et qui peut servir pour la mobilité lourde comme pour le ferroviaire. Voilà, c'est vraiment sur des zones comme ceci qu'on peut se développer territoire. Vous confirmez bien que l'hydrogène peut contribuer et contribue à la sécurité en approvisionnement? Oui, je pense que c'est une des sources. Ça ne sera pas évidemment l'unique source. On voit toutes les contraintes et on voyait tout à l'heure les scénarios de développement, mais il faut une mobilisation, il faut une accélération et ça sera effectivement une des sources d'énergie. Ça ne sera pas la seule. On parlait tout à l'heure du stockage. Donc on n'est pas tout à fait sur le stockage d'électricité, mais je pense que le stockage dans des cavités salines, pour stocker de l'hydrogène, nous on est en train de faire un pilote à Étré sur une des cavités. C'est important parce que le stockage d'hydrogène peut justement compenser, la variabilité ou l'intermittence, en fin de compte, selon les vocables, des énergies renouvelables. Le PV ne fonctionne pas tout le temps et l'éolien non plus. Si on arrive à stocker de l'hydrogène pour faire fonctionner tout ça, et après avec des interconnexions dans les hubs, ça sera une des sources d'énergie pour sécuriser effectivement les aspects énergétiques, notamment de la France, voire de l'Europe, bien évidemment. Très bien, merci beaucoup Valérie Ruiz Domingo pour cette présentation. Nous poursuivons avec vous, Geoffroy Anger, pour GRT Gaz. Donc, vous êtes le gestionnaire du réseau, vous êtes le transporteur de notre gaz. En quelques mots, la stratégie de GRT Gaz dans ce nouvel environnement. Oui, bonjour à tous. Donc, nous, on est GRT Gaz, donc on est l'opérateur de réseau de transport en France. Je reprends encore les slides. Ça y est. Donc on a depuis plusieurs années maintenant, on s'intéresse au développement du transport d'hydrogène et depuis 2021, on a décidé d'attaquer pour de vrai ce segment d'activité en créant une direction hydrogène. Donc je vous prie d'excuser mon directeur qui n'a pas pu se rendre disponible pour aujourd'hui, donc je vais essayer de le remplacer du mieux que je peux. Donc pourquoi d'abord un réseau de transport d'hydrogène? À quoi ça sert? En fait, on a posé la question tout simplement à nos clients et aux futurs clients hydrogène l'année passée. On a fait une grande consultation avec nos collègues de Terega. Et les deux mots principaux qui sont issus de cette consultation, les deux réponses qu'on a eues, c'est compétitivité, je crois qu'on l'a déjà entendu tout à l'heure, et sécurité d'approvisionnement. En gros, beaucoup de gens considèrent l'industrie, la mobilité, considère l'hydrogène comme une bonne solution pour se décarboner. Ce n'est pas la seule. Toutefois, deux prérequis.
la compétitivité, donc en gros on parle de prix, et la sécurité d'approvisionnement. C'est avoir accès à plusieurs sources, avoir accès à des capacités de stockage en cas de défaillance de mes sources, et avoir accès à une façon de mutualiser l'offre et la demande qui permet de ne pas être dépendant d'un seul producteur. Il y a une étude qu'on cite régulièrement à GRTgaz qui a été réalisée au sein du comité stratégique de filière l'année passée. C'est le principal résultat que vous voyez là à l'écran. C'est une étude qui regarde quel est l'intérêt d'un réseau de transport interconnecté entre producteurs, consommateurs et stockage en France. Donc on voit, on a fait évidemment plusieurs simulations avec Guidehouse. Et en gros, ce que démontre l'étude, avec un certain nombre de sensibilités sur les capex, les prix de l'électricité, et je vous passe tous les détails, c'est qu'on peut avoir une vraie économie de coût en développant des interconnexions entre les bassins de production et de consommation. Cette économie de coût, ça peut se répercuter jusqu'à 10% sur le coût final livré consommateur d'hydrogène, et une économie pareille d'environ 10% sur les investissements globaux. Pourquoi je mentionne ce point? C'est parce qu'on parle souvent de l'effet d'échelle, et c'est vraiment le sujet que j'ai entendu durant toute la journée, de comment on fait pour passer à l'échelle et pourquoi passer à l'échelle. C'est ce qu'on essaie de montrer avec cette étude, c'est que en passant à l'échelle, ce n'est pas juste une infrastructure de transport, de stockage qui a envie de développer son réseau, c'est au service du consommateur final pour lui apporter de la compétitivité supplémentaire et d'une sécurité d'approvisionnement avec la connexion au stockage. Donc ça, c'est 10% d'économie globalement qu'on voit à 2030. C'est dans le cadre d'un réseau français qui interconnecte les bassins. Si on projette cette vision à plus long terme, donc par exemple 2040, comme on entend parler par RTE par exemple juste avant moi, on voit que ces économies pourraient atteindre jusqu'à 30%. Donc je vous invite tous à lire cette étude. Elle a trouvé sur le site du comité stratégique de filière. Vous verrez qu'elle est assez riche d'enseignements sur l'intérêt concret, chiffré du transport et du stockage d'hydrogène. Donc si on regarde, maintenant que vous êtes tous convaincus de l'intérêt du transport et du stockage, on regarde un peu qu'est-ce que ça donnerait en projection à terme. On a travaillé avec un ensemble de transporteurs européens qui couvrent près de 28 pays, c'est écrit sur le slide. Et donc on parle d'une infrastructure interconnectée d'environ 50 000 km de réseau. Bon, évidemment, c'est une projection à terme. Comme Valérie l'a dit juste avant, on est encore dans un marché qui est naissant de l'hydrogène. Mais l'objectif, la vision qu'on projette, c'est ça. C'est un réseau interconnecté entre les différents hubs de production, de consommation, les stockages au niveau international pour avoir un vrai marché organisé de l'hydrogène. Je rebondis encore sur la question qui a été posée à nos clients. Quand ils nous disent compétitivité et sécurité d'approvisionnement, en gros, ils nous disent, nous, on cherche à avoir un prix de marché. Et on ne veut pas, si je suis localisé à Dunkerque ou bien à Bilbao, je ne veux pas avoir un prix différent parce que mon compétiteur, il est soit à Dunkerque, soit à Bilbao. Donc je veux un marché interconnecté qui me permet d'accéder globalement au même prix, en tout cas au meilleur prix que moi je peux négocier. Donc ça c'est un sujet qui est très important et qui fait consensus pour nous au sein des opérateurs de l'infrastructure. Et au niveau européen, on voit dans les communications qui ont été faites, notamment dans le plan REPowerEU, qu'on voit un intérêt vital à la structuration de ce marché au niveau international pour permettre le développement du marché hydrogène. Donc ça, c'est une projection, c'est-à-dire que c'est ce que nous, infrastructeurs, on vous propose de réaliser. Évidemment, un certain nombre de prérequis qui sont indispensables. C'est un besoin identifié. Donc nous, on connecte l'offre et la demande. Donc il faut arriver à ce que les gens se parlent, entre guillemets. C'est-à-dire que
le producteur d'hydrogène, s'il est situé en Espagne et qu'il a identifié un client au hasard en Allemagne, il faut qu'il y ait ces capacités de dialogue et qu'il y ait ce soutien de notre part, GRT Gaz, car nous, notre rôle, c'est de les connecter. Donc nous, on est évidemment à l'écoute de tout ce qui se passe au niveau marché, que ce soit en termes de production locale, mais aussi de capacité d'import. Donc dans le plan REPowerEU, on a parlé de 10 millions, enfin de 20 millions à 2030, dont 10 millions d'imports, 10 millions de production locale et d'un marché interconnecté. Donc ça, c'est quelque chose que évidemment on promeut et on est en train de se mettre en ordre de bataille pour pouvoir proposer une grande infrastructure de transport qui soit transnationale. Donc tous les projets, évidemment, seront les bienvenus. Nous, GRT Gaz, on a un positionnement qui est identique sur l'hydrogène que celui sur le gaz, c'est-à-dire qu'on est indépendant. On veut massifier le marché de l'hydrogène, c'est-à-dire qu'on est une entreprise qui a un rendement croissant. Plus on a de volume, plus le coût unitaire de transport est bas, et donc compétitif, pardon. Donc on travaille avec tous les producteurs, tous les consommateurs, les parties prenantes, qu'elles soient locales ou nationales, voire internationales, et on a pour ambition de se mettre au centre du jeu comme ça pour pouvoir faciliter le dialogue. Ce dont on a besoin maintenant, c'est d'une régulation et une réglementation qui soit claire, parce qu'on voit bien qu'on est à un moment un peu charnière sur le marché de l'hydrogène où les industriels sont sur le point de prendre une décision, mais il manque encore de clarté concernant soit les dispositifs de soutien, soit la réglementation. On a déjà évoqué le RED, Fit for 55. Donc une fois que ces sujets-là vont se clarifier, on sera en mesure de prendre un certain nombre de décisions d'investissement tous ensemble, entre producteurs, opérateurs d'infrastructures, transport et stockage et consommateurs. Je terminerai sur un dernier slide. On y va par étapes côté GRT Gaz. Aujourd'hui, on s'est positionné sur tous les hubs en France, tous les hubs identifiés par France Hydrogène, qui correspondent aux résultats de notre consultation. Et on avance sur 4 projets concrets en parallèle. Donc Mosaïque, Baudouin n'est pas là aujourd'hui, mais c'est donc le projet qu'on a dans le Grand Est, entre la Moselle, la Sarre et le Luxembourg, qui vise à interconnecter un producteur en Allemagne, un producteur en France et un consommateur sidérurgiste en Allemagne. C'est un projet de conversion de canalisation de gaz naturel, donc qui optimise l'investissement et qui réduit le coût du transport. Donc on travaille avec toutes les parties prenantes, comme je disais tout à l'heure, les producteurs, les consommateurs, les collectivités locales. On remercie la région Grand Est et l'ADEME pour leur soutien. Et donc c'est un projet qu'on devrait décider en début 2023 pour une mise en service en 2027. Dans le même ordre d'idée, on travaille sur Rhein. Je ne vais pas vous faire le détail de tous les projets, mais on travaille sur Rhein en Alsace du Sud. On travaille aussi sur la zone de Fos-Manosque en lien avec 2 développeurs de projets de stockage de gaz hydrogène. Donc ça, c'est très intéressant pour nous parce que justement, ça permet d'assurer la flexibilité électrique, d'assurer la modulation saisonnière ou journalière de l'hydrogène renouvelable. Et ça nous permet d'assurer ici la sécurité de l'approvisionnement. Donc on voit bien que là, les infrastructures, et notamment les infrastructures de stockage, contribuent à cette équation, sécurité d'approvisionnement, flexibilité électrique. Et enfin, sur la zone de Dunkerque et Valenciennes, donc on avance sur la structuration de l'écosystème. À Valenciennes, on vient de lancer une open season, c'est-à-dire un appel au marché pour évaluer les besoins d'infrastructures de transport entre la France et la Belgique sur la zone de Valenciennes et pour connecter jusqu'à Mons. Donc ça, c'est des projets concrets qui avancent. Et sur le territoire Val-de-Seine, puisqu'aujourd'hui on est en Normandie, on va lancer ce qu'on appelle un atelier territorial de la consultation, c'est-à-dire qu'on va regrouper un certain nombre d'acteurs industriels, institutionnels, dans une réunion pour parler concrètement de qu'est-ce que c'est le transport d'H2, peut-être qu'est-ce que c'est le transport de CO2, quels sont les besoins et comment on peut accompagner les acteurs du territoire dans leur démarche de décarbonation. Merci beaucoup Geoffroy Anger pour cette présentation. Petite question avant que l'on conclue cette table ronde. En matière de réseau en France, il y a déjà des réseaux dédiés et faut-il en construire de nouveaux et si oui, combien ?
Vous m'entendez? Ça va marcher ou alors je... Allô? Ah oui, il va marcher. Ça va marcher? Oui, voilà. C'est bon. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'infrastructures de transport d'hydrogène qui existent en connexion avec la Belgique et les Pays-Bas. Il y en a aussi un peu dans la zone de Fos, dans la zone de la vallée de la Chimie. Ce sont des infrastructures dédiées, donc dédiées à l'hydrogène, mais aussi dédiées à un modèle qui est un producteur, un consommateur, ou un producteur et plusieurs consommateurs. C'est un modèle. Le modèle qu'on propose, nous, GRTGaz, c'est un modèle qui est différent. C'est-à-dire que c'est un modèle ouvert, transparent, et qui va traiter tous les acteurs de la même façon. C'est-à-dire que tous les producteurs, tous les consommateurs ont accès aux mêmes conditions pour le transport. Et donc, ça fera jouer la compétitivité entre les producteurs et permettre aux consommateurs donc, d'arbitrer la meilleure source d'appro et d'avoir accès à un réseau avec un système qui est transparent. Et donc, à construire? Et donc, à construire, eh ben, écoutez, nous, ce qu'on envisage, c'est quelque chose de l'ordre d'un peu moins de 1000 km d'ici 2030 pour pouvoir interconnecter les hubs entre eux. On va se focaliser d'abord sur les hubs, comme j'expliquais, locaux. Donc ça, ce sont des petits réseaux à l'échelle GRTGaz, mais on parle déjà de 300-400 km sur ces hubs-là. Et ensuite, c'est d'interconnecter les hubs entre eux. Donc vous voyez, vous faites les calculs assez facilement, entre Fos et la vallée de la Chimie, entre la vallée de la Chimie et le Grand Est, entre Dunkerque et le reste du Grand Est, enfin entre le Hauts-de-France et le Grand Est. Donc on arrive à peu près à 1000 km. Et on parle en centaines de millions là aussi, j'imagine? Oui, on parle en centaines de millions, voire en milliards. En milliards. Très bien. Merci madame, merci messieurs pour ces interventions très intéressantes sur ce sujet. Merci encore. Nous poursuivons et nous allons parler équipement et j'appelle pour nous en parler Luc Poyet, président de McPhy, et Éric Cotterneau, conseiller régional en charge de la conversion écologique, de l'économie des emplois verts et de l'économie sociale et solidaire à la région Bourgogne-Franche-Comté. Merci d'être là. Alors, Monsieur Poyet, si à la fin de votre intervention, vous considérez qu'il vous faut partir, non pas parce que vous vous embêtez avec nous, mais parce que vous allez rater votre dernier train, eh ben, nous vous autoriserons à partir un peu avant l'heure dite. 15h20, oui, parce qu'il y a le dernier train, si je comprends bien, est à 16h10. 16h10, donc il y a un taxi. Je peux même faire du covoiturage pour réduire l'empreinte carbone de cette manifestation à 15h20. Très bien. Donc, McPhy, c'est une société évidemment que l'on connaît, pionnier et acteur historique du secteur. Vous allez nous parler justement des équipements que vous construisez et comment ils vont arriver sur nos territoires. Ah oui, elle est restée sur le pupitre. Non, vous voulez que je mette au pupitre ou je reste? À votre aise. Je vais mettre debout. Voilà. Et comme ça, alors. Par contre, je ne vais peut-être pas multiplier. Non. Voilà. Vous en avez déjà deux face à vous. Donc là, on avance. Face à vous, les écrans de retour. Oui. Voilà, il y a un petit test de quotient intellectuel au début. Donc McPhy est bien connu dans cette enceinte puisqu'on fait partie des pionniers de la filière. Peut-être un petit flashback sur notre histoire puisqu'on a la chance d'avoir le président d'honneur de McPhy et fondateur avec nous. Donc McPhy, ça n'est pas ce que ça n'est pas. Ça n'est pas un fast-food, une chaîne de fast-food. Ça n'est pas une marque de whisky. C'est un concepteur et fabricant, intégrateur d'électrolyseurs et de stations hydrogène. Tout le monde le savait dans cette salle. Voilà, j'imagine. Mais voilà, il m'arrive d'avoir la question. Et donc, matériaux à changement de phase hydrogène. Donc voilà, les ingénieurs, il y a même des polytechniciens. Et donc, dans notre acte, prenons l'acte de naissance de McPhy en 2008, donc né de la cuisse de Jupiter, du CEA et du CNRS, autour du stockage d'hydrogène solide. Donc un pionnier, dès le début un pure player de l'hydrogène, européen par définition, puisque présent en France, donc dans la Drôme et dans l'Isère, et puis très vite, on va y revenir, en Italie et en Allemagne. Et ce qui est intéressant de retenir, c'est que c'est un industriel. Donc il y a beaucoup de start-up, on est la Start-up Nation, on s'en réjouit, mais il n'y a pas tant que ça d'industriels qui se créent en France.
et c'est tout à l'honneur de ceux qui l'ont fait. Et donc, encore une fois, Pascal Mauberger qui est avec nous aujourd'hui. Ensuite, il y a eu une deuxième. Moi, j'ai eu la chance de rejoindre Pascal en 2010. Et donc, ensuite, il y a eu des étapes, parce que c'est bien, il y a l'acte de naissance, il y a le résultat, mais ça peut être intéressant de parler de la phase, l'entre-deux. Il y a ce qu'on appelle la traversée du désert, et nous, on a même pivoté. C'est-à-dire qu'on est passé du stockage d'hydrogène solide avec des ioures de magnésium à 2 activités, encore une fois, industrielles, qu'on a ensuite conservées depuis une dizaine d'années, que vous voyez sous vos yeux, qui sont la production d'électrolyseurs et la production de stations de distribution d'hydrogène. Donc ça, c'est original, à la fois le pivot et ces deux jambes. On les a financés, donc il y a eu plusieurs phases de financement. On est entré en bourse dès 2014, il y a 8 ans, et on a créé des partenariats sur la durée, et ça c'est fondamental pour réussir, des partenariats avec des grands clients, Engie, qui est un de nos principaux clients, mais aussi EDF. Et au capital, on a fait rentrer des acteurs industriels, EDF, Technip, Chart, qui est un acteur américain, et la BPI, qui est fidèle depuis 2012, donc ça fait 10 ans. Donc ça c'est intéressant parce que peut-être des jeunes parmi nous qui se demandent comment on fait une start-up dans la durée, une start-up industrielle. Voilà, je ne sais pas si c'est les recettes du succès, mais en fait les ingrédients de cette marmite, puisqu'on est tombé dans l'hydrogène il y a un peu presque 15 ans. BPI, Banque publique d'investissement. BPI, voilà. Exactement. Donc stabilité aussi, on pivote une fois, mais après il vaut mieux avoir une stratégie claire et stable, ce qui a été le cas, puisqu'on a ces 2 activités depuis 10 ans et que avec Pascal Mauberger, on a fait le choix d'une technologie qui est l'électrolyse alcalin, qu'on a progressivement améliorée, mais qui s'est, on va y revenir, qui s'est révélée comme, nous pensons, la bonne technologie pour accompagner ce scale-up. Alors on va rapidement voir 4 points. Notre présence, la technologie, les projets et la fameuse Gigafactory dont tout le monde parle. Alors la présence, je l'ai dit qu'on était européen, c'est vrai. Donc on a nos 2 usines, l'une en France pour les stations, l'autre en Italie pour les électrolyseurs à côté de Florence, à San Miniato, et on a notre centre d'ingénierie en Allemagne. Mais on a une présence mondiale dans la mesure où on produit des petits électrolyseurs, j'allais dire même des tout petits, pour des usages qui sont très particuliers, dans la joaillerie, dans la métallurgie, et qui nous permettent d'avoir une présence globale dans 50 pays et 1000 installations, à peu près 1000 électrolyseurs déployés auprès de nos clients. Et s'agissant donc des gros électrolyseurs, donc notre marché naturel, c'est l'Europe, avec 36 mégawatts de référence, et dans les stations, une centaine de stations de référence, et là on voyait 36 signées, avec là aussi une présence d'abord en Europe avant de se déployer dans le reste du monde. Alors la technologie alcalin, sans entrer, puisqu'on n'a pas eu de scientifiques avec nous, mais juste un mot pour dire qu'il y a plusieurs technologies, qu'il y a de la place pour plusieurs, notamment le PEM qui est aussi une technologie mature. Mais l'alcalin pour nous présente l'avantage d'être robuste, d'être efficace et d'être flexible. Ça a été mentionné comme une des qualités importantes par RTE. Le fait d'avoir rajouté la pression à 30 bars nous permet d'avoir cette flexibilité dans l'usage de l'électrolyseur pour suivre la production de renouvelables. Donc c'est important de pouvoir faire les deux, parce que de même que RTE a dit qu'il était, alors je sais plus comment était, il souhaiterait savoir comment vont fonctionner les électrolyseurs. On souhaiterait tous, nous, et on souhaite avoir un produit qui réponde à toutes les attentes de nos clients. Et donc, sans être la recette magique, l'alcalin haute pression permet de couvrir ces 2 types d'usages. Et c'est fondamental, avec, bien entendu, un enjeu majeur qui est de baisser les coûts par la taille. On va y revenir, et ça, c'est tout l'enjeu du fameux scale-up. Sur les projets, là, je vous ai mis 3 exemples pour que vous voyez un petit peu de quoi on parle concrètement. 2 projets industriels, un projet de mobilité. Le projet industriel, le premier, c'est CEOG. Donc, c'est un projet intégré, très original, en Guyane, où vous avez 50 MW de photovoltaïque qui vont fournir de l'électricité alors, il y a différentes, c'est un petit peu complexe, il y a aussi des batteries, mais il y a un axe électrolyseur de 16 MW
qui va permettre ensuite, il y a du stockage d'hydrogène, et ensuite il y a une pile à combustible, et ça permet d'approvisionner une dizaine de milliers de foyers à l'ouest de la Guyane, où l'alternative aurait été du thermique lourd type fuel, extrêmement émetteur de CO2. Donc ça, c'est intéressant. C'est une niche, hein, ça ne peut pas se déployer partout, mais ça montre quand même aux sceptiques, s'il y en avait encore, qu'un système intégré hydrogène est physiquement possible. Deuxième grand type de projet, mentionné par Engie, Green H2 Atlantic. Donc là, c'est typique. Décarbonation d'une plateforme de raffinage et de pétrochimie à Sines, au Portugal, avec un consortium de 13 compagnies, dont Engie, Galp et EDP. Et là, il s'agit de décarboner et d'ajouter également de la mobilité lourde avec mise en service visée en 2025. Et le troisième hype, donc là j'espère que vous connaissez tous, j'espère que vous êtes tous clients des taxis hype dans Paris, qu'on voit de plus en plus, ils sont à peu près 200. Et là, ça permet d'avoir une mobilité, donc, même si l'axe principal c'est la mobilité lourde, mais lorsqu'il y a un usage intensif comme les taxis, il peut y avoir un modèle économique. Et là, McPhy fournit à la fois l'électrolyseur et jusqu'à une cinquantaine de stations à ce grand projet parisien qui va accélérer avec les Jeux Olympiques de 2024 et qui devrait se déployer dans d'autres capitales européennes. Et vous ne prenez-vous que ces taxis? Et je ne prends que ces taxis et je vous invite à faire la même chose. D'autant plus que vous remarquerez, et je vous invite à faire le test, que les chauffeurs de taxi sont de remarquables pédagogues en matière d'hydrogène. Donc je prends toujours grand plaisir à discuter avec eux. Sur le plan, donc, la fameuse scale-up, la fameuse passage à l'échelle. Donc, quand on parle de passage à l'échelle, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'abord d'être capable de financer cette industrialisation, bien entendu d'avoir les ressources humaines, et il y a un gros enjeu de manque de compétences en France et donc de formation qu'il faut accélérer, et de compréhension de ce que veut dire le passage à l'échelle. Ça veut dire à la fois d'avoir des unités, des électrolyseurs de plus grosse taille, que ce soit le stack ou le balance of plant, que les projets soient plus importants. Vous avez vu sur le slide précédent qu'on est passé de 16 à 100 très rapidement. Le CEOG a été signé à la fin de l'année dernière. Quelques mois plus tard, on passait en septembre de l'année dernière. À la fin de l'année, on passait à 100. Aujourd'hui, on parle de projets encore plus importants. Et puis d'usines. Donc l'usine, c'est la fameuse Gigafactory. S'agissant des électrolyseurs, qui nous permettrait de multiplier par 13 notre capacité, sachant que notre unité, l'unité italienne dont j'ai parlé, est en train de passer de 100 à 300 mégawatts de capacité par an. Alors ça vous dit pas forcément, c'est pas forcément très parlant. Et si vous prenez le rapport de fin 2021 de l'AIE sur l'état de l'hydrogène dans le monde, l'AIE estimait qu'au début de l'année 2021, il n'y avait que 300 mégawatts d'électrolyseurs en fonctionnement dans le monde. Donc McPhy, qui est loin d'être une giga-compagnie de l'hydrogène, représente quand même sa capacité, est à peu près équivalente à ce que la capacité mondiale d'électrolyse était il y a 18 mois. Ce qui montre aussi l'accélération. On pourra peut-être en parler dans les questions avec REPowerEU. Et puis, deuxième passage à l'échelle au niveau des stations. On a une vingtaine de stations de capacité par an aujourd'hui. Et avec l'unité qu'on a démarré à Grenoble, qu'on va inaugurer dans quelques semaines, 4000 m², on va passer à une capacité de 150 stations par an. Voilà. Et je crois que j'en ai fini sur la présentation. Très bien, parfait, merci beaucoup. Merci Peut-être beaucoup. une question, Oui. Luc Poyer, avant de vous oui. laisser partir. On le voit, les projets émergent partout. Vous disiez que voilà, vous allez monter aussi en capacité. Vous pourrez faire face à toutes ces demandes, et en termes d'emploi, comment vous allez vous multiplier si vous vous multipliez? Alors, oui, alors c'est un enjeu de réindustrialisation aussi. Oui, il y a un enjeu de réindustrialisation. Il y a effectivement un double mouvement à la fois d'accélération, on parlait de mobilisation générale autour de l'hydrogène, la REPowerEU qui fait passer l'objectif de 10 à 20 millions de tonnes
d'hydrogène à la fin de la décennie. Donc ça, c'est extrêmement positif, avec la signature d'un accord entre équipementiers pour être effectivement mobilisé. En revanche, ce qui a été dit aussi, je le reprends, c'est que c'est un art d'exécution dans toute l'industrialisation, et ça commence par exécuter les décisions, si je puis dire, exécuter les décisions qu'on souhaite prendre. Donc ce plan REPowerEU, on attend l'autorisation de l'Union européenne pour pouvoir bénéficier des aides et lancer cette course à la compétitivité. On ne reçoit pas des aides pour des aides, on est là pour être compétitif et devenir, on l'espère, un grand exportateur européen au service de l'économie nationale. On se heurte, c'est vrai, déjà au manque de compétences, c'est-à-dire qu'il y a un effort à faire. Il y a des sociétés qui ont lancé leur académie. On réfléchit à renforcer nos partenariats avec le système éducatif et universitaire pour passer là aussi à l'échelle supérieure. En nombre de salariés, précision peut-être ? On est environ 150 et on est en recrutement d'à peu près 60 personnes sur 2022. Et dans les 3 pays, donc France, Italie, Allemagne. Et là, donc, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que je pense aussi, ça va être l'âge d'or des ingénieurs. On a été créé par des ingénieurs et je pense que l'avenir pour eux est au beau fixe. Et pas seulement pour eux. Et pas seulement pour eux, mais c'est important parce qu'on a cette chance d'avoir des très bonnes écoles d'ingénieurs en France. Maintenant, si on industrialise, il faut espérer que les ingénieurs vont aller dans les sociétés qui participent à cette réindustrialisation. En tout cas, on y travaille. Merci beaucoup, Luc Poyer. Nous vous autorisons à quitter... Ah bon, c'est comme vous voulez. C'est vous maintenant qui prendrez le risque. Éric Oterno, vous êtes donc conseiller régional de la région Bourgogne-Franche-Comté. On parlait de cette future usine. Vous allez nous en dire 2 mots puisqu'elle s'implantera dans votre région. Et j'excuse également Jean-Luc Fugy qui est parlementaire, député, et qui est vice-président de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, qui devait apporter sa contribution justement et nous resituer cet enjeu technologique. Mais la Première ministre a décidé de faire son discours de politique générale, non pas un mardi, mais un mercredi. Et donc, il s'excuse, mais il doit être au Parlement et à l'Assemblée nationale pour l'écouter, j'imagine. Nous vous écoutons maintenant. Merci. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs. Ça me donne l'occasion de présenter la Bourgogne-Franche-Comté et son écosystème, et en particulier son écosystème sur l'hydrogène. La région Bourgogne-Franche-Comté, c'est une région qui est la plus loin de la mer. Alors, ce matin, on a beaucoup parlé de portuaires, de grosses installations. Et là, vous aurez une vision très différente, avec une économie beaucoup plus diffuse. Et alors, une petite aparté, puisque je fais la suite de McPhy, j'habite à 10 km de la future Gigafactory. Voilà. Donc, je suis un régional de l'étape, si on peut dire. Et en acceptabilité, puisque le sujet était abordé hier, il n'y a pas de souci. Non, il y a plutôt des soucis sur des grosses plateformes logistiques dont je ne citerai pas le nom, mais McPhy, non, ça fait l'unanimité pour le coup. Bah, tant mieux. Voilà. Oui. Non, on a une région qui a une culture industrielle et une culture d'exportation. Effectivement, on n'a pas de gros acteurs sur la chimie. Par exemple, on a Doltavo, mais c'est plutôt une exception. On est la région la plus industrielle de France en nombre d'emplois rapporté au nombre d'emplois total. Le nombre d'emplois dans l'industrie par rapport au nombre d'emplois total. Par contre, on a 4 grands pôles industriels et McPhy s'implante dans un des 4 grands pôles qui est le Nord-Franche-Comté, qui est connu à la fois pour son industrie automobile, et, pour son industrie de l'énergie et pour son industrie du ferroviaire. Donc on comprend un petit peu la connexion avec l'hydrogène. C'est aussi une région qui a une culture d'exportation, et c'est pour ça qu'on en reviendra sur la souveraineté. Il y a pour notre souveraineté régionale, mais aussi, c'est aussi une transformation de nos filières. Alors, la petite flèche verte. Voilà. Alors, 3 documents qui nous permettent d'être des boussoles à la région quand on parle de développement économique. On a revu notre schéma de développement économique à l'international très récemment, puisqu'il a été revoté au mois de juin.
C'est un gros document, je vous ferai pas le résumé, j'en ressortirai juste un élément, c'est qu'on a débouché sur un dispositif d'aide aux entreprises à la décarbonation. Voilà, on est en plein dans le sujet. L'autre schéma qui doit être révisé suite à la loi climat et résilience, c'est le fameux SRADET. Et donc, dans ce SRADET, la région avait déjà initialement déclaré qu'elle souhaitait être et qu'elle sera neutre en carbone en 2050 et à énergie positive. Je fais juste une petite remarque, c'est une région qui n'a pas de centrale nucléaire. Voilà. Et quelques mots par rapport à ce SRADET. On a parlé beaucoup de consommation ce matin en particulier. Nous, on parle aussi à la région de sobriété. Par exemple, on est une région avec beaucoup de forêts qu'on exploite de manière responsable, le Morvan, le Jura, et donc on souhaite sortir du tout béton, par exemple, avec la construction bois. C'est aussi une forme de décarbonation. C'est loin de l'hydrogène, mais voilà, c'était une petite remarque que je souhaitais faire sur la sobriété. On a également, alors donc le troisième document, c'est la feuille de route hydrogène. On a vu un foisonnement d'idées. Nous, pour la région, c'est quelque part une boussole, un document qui nous permet de nous spécialiser, de voir les spécialisations technologiques dans toute une chaîne de valeur vers lesquelles on pourrait aller. Et on s'est doté de cette feuille hydrogène qu'on doit normalement également réviser. On est une région donc très diffuse de la mécanique, du traitement thermique, mais pas avec des gros pôles. Et donc, on a également fait une feuille de route automobile, parce que dans l'automobile, c'est 45 000 emplois en Bourgogne-Franche-Comté, qui s'appelle la FIMA. Et on n'a pas connecté cette feuille de route automobile à l'hydrogène, parce que simplement pour nous, l'hydrogène, c'est l'industrie, la chaleur dans l'industrie, la chimie et les mobilités lourdes. Et il nous semblait naturel d'orienter la feuille de route automobile véhicule léger vers l'électrique. Alors, pour faire fonctionner, on en a parlé, hein, tous ces objets technologiques du futur et du présent. La région, et donc en particulier le Nord-Franche-Comté, a un historique de près de 20 ans hein, sur la recherche, en particulier avec le FC Lab, où il y a plusieurs universitaires, dont le CNRS, qui travaillent depuis 20 ans sur l'énergie hydrogène, le vecteur d'énergie hydrogène, et en particulier un laboratoire qui est sous la tutelle du CNRS, c'est l'équipe Charpak, qui travaille sur la pile à combustible. Et donc, ça a pu générer un système éducatif et maintenant des cursus plus opérationnel, on va dire, sur l'énergie et en particulier l'hydrogène. On parlait d'ingénieurs, mais avec des acteurs locaux, souvent ils me disent ben maintenant, moi j'ai besoin d'un technicien maintenance. Et nous, dans nos régions, déjà un technicien maintenance, c'est difficile à trouver, mais alors un technicien maintenance spécialisé hydrogène, là, il y a un défi. Voilà, donc du fait de cet écosystème, on va dire, universitaire, on a engagé d'ores et déjà des actions pour pouvoir accompagner les industriels sur ces sujets. Alors, si on rentre dans la chaîne de valeur et la souveraineté, pour nous, il nous paraît important, chaque fois qu'on a une filière, on a des gros acteurs, comme par exemple McPhy, vous avez Gossin sur les mobilités lourdes. Alors pour le coup, Gossin opère sur le portuaire, puis c'est des transporteurs portuaires, et il a des demandes de décarbonation par rapport sur des gros ports comme Singapour, par exemple. Et donc, pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir des acteurs tout au long de cette chaîne de valeur. Pourquoi ? Parce qu'un acteur comme McPhy, qui va grossir forcément dans sa gigafactory, a besoin de support, de petits sous-traitants. On va dire tous ces petits sous-traitants qui mettent de l'huile dans le rouage industriel. Voilà, on l'a vu dans d'autres filières, et en particulier automobile, quand on crée une usine ex nihilo dans une zone où il n'y a rien du tout, il n'y a vraiment pas beaucoup de résilience pour cette entreprise. Et là, on a vraiment un écosystème où on a des acteurs du stockage, bon, je ne vais pas tous les citer, mais Forestia en particulier sur les poids lourds,
Si on prend de l'autre côté la production d'électrolyseurs, bien évidemment McPhy, l'ingénierie, on a également des sous-traitants qui faisaient de la valve automobile qui sont reconvertis à la valve de sécurité puis la valve d'alimentation, comme Schrader. Également du stationnaire comme H26. Voilà, donc il est important pour nous d'avoir tous ces acteurs de la chaîne de valeur. Pourquoi? Parce qu'aussi il peut y avoir des mutations dans une filière qui est en construction, qui n'est pas à pleine maturité, et potentiellement il peut y avoir des modifications techniques dans un des éléments de la chaîne de valeur, et c'est pour ça que c'est bien de pouvoir tous les maîtriser. Voilà, alors ce qui nous paraît important, pour nous, il y a 3 éléments. On a parlé de la formation, des objets technologiques, et c'est pouvoir avoir l'énergie. Alors j'en ai parlé, nous, on n'est pas une région avec une centrale nucléaire. Nous, notre objectif, c'est très clairement développer l'éolien pour être autonome en énergie, pour pouvoir aussi alimenter les acteurs de la filière hydrogène. Aujourd'hui, on voit qu'on fait de l'importation entre régions sur l'énergie éolienne. Et on va dire, bon retour. Donc l'électron qui est produit dans notre région doit être consommé dans notre région. Et c'est vraiment un point de vigilance pour nous de pouvoir accompagner la croissance de cette filière en pouvant l'accompagner d'un point de vue production énergétique verte. Et en intégrant, bien évidemment, on en a parlé, toutes les nouvelles réglementations, les directives européennes comme le Fit to 55, le REPowerEU, les préconisations du FCHJU. Donc ça fait beaucoup de choses, mais on a une vraie focalisation et on s'est doté d'ailleurs d'une feuille de route de transition énergétique pour pouvoir accompagner la filière. Alors, l'hydrogène, garant d'une nouvelle souveraineté, pour nous, l'industrialisation est en cours. On a eu tout d'abord dans les années 2010 des premiers véhicules, des premières expérimentations. Ensuite, un acteur que vous retrouverez sur les stands H26 qui a créé le premier groupe électrogène stationnaire à hydrogène. Et ensuite, la création de la future Gigafactory à Belfort. Il y a également... La région soutient aussi les usages, parce qu'on en a longuement parlé. Il faut pouvoir aussi consommer, voilà. Et donc, on a un plan d'accélération régional et on soutient des actions comme les bus à hydrogène, en particulier avec Dynamics sur Belfort et les TER sur des zones qui sont pas encore et qui ne seront pas électrifiées. Voilà, la région, c'est dans cette volonté environ 100 millions d'euros sur 10 ans, si on cumule toutes les aides, pour aider à structurer la filière, mais aussi à augmenter les usages. Voilà, très rapidement, je vous remercie. Merci beaucoup. Peut-être un mot sur le projet de Gigafactory qui va s'implanter, donc vous le disiez, à Belfort. Quelle va être l'ampleur de ce projet pour vous? Alors, ce projet, il rentre pleinement dans l'écosystème global. Effectivement, hydrogène. Je pense que le choix de Belfort, il est aussi du fait qu'il y ait des universitaires, des acteurs déjà dans l'hydrogène qui étaient proches. En nombre d'emplois, c'est un potentiel effectivement important. Nous, ce qui nous semble aussi important quand on parle de réindustrialisation, je vais vous dire simplement, c'est la valeur ajoutée par mètre carré ou le nombre d'emplois par mètre carré. Je préfère avoir sur la zone industrielle de Belfort de l'industrie qu'une plateforme logistique qui me fera 0 emploi par mètre carré. Enfin, très très peu, vous voyez. Et donc, cette génération ensuite d'emplois chez les sous-traitants, c'est un cercle vertueux qu'on n'a pas avec d'autres activités qui ne sont pas industrielles. Et pour qu'on s'en rende compte, en termes d'emploi et d'emprise au sol, pour ce projet, c'est
Quels sont les chiffres? Je ne veux pas parler à la place de McPhy sur le sujet. On a une zone aéroparc qui est très vaste. C'est un ancien aéroparc de l'OTAN d'ailleurs. Donc on va dire que Il y a des terrains. sur le foncier, effectivement, c'est des rares zones où il n'y avait plus de problème. Maintenant, c'est quasi plein. Voilà. C'est quasi plein. Oui, mais pas qu'avec McPhy. Oui. Et en nombre d'emplois, non. Vous ne communiquez pas. Non, mais moi je ne veux pas Et communiquer à la place de McPhy Bon, sur le nombre il est d'emplois. parti, tant pis. Ça serait malvenu de ma part. Très bien. Mais voilà, les emplois vous ont été annoncés. Oui, absolument. Très bien. Ben, écoutez, je pensais gagner beaucoup de temps, mais en fait, on n'en a pas gagné tant que ça. Il est 25. On va faire une pause d'environ 30 minutes et puis on se retrouve pour une dernière table ronde très, très intéressante sur la formation, puisque cette filière ne pourra pas se développer s'il n'y a pas la main-d'œuvre. Et il s'agit d'assurer justement la formation de cette future main-d'œuvre. On se retrouve donc à -5, si vous voulez. Et puis, Philippe Boucly nous révélera alors le nom de la ville retenue pour les 10e rencontres et journées de l'hydrogène dans les territoires. Une petite pause, café ou thé, jus d'orange, viennoiserie, et on se retrouve dans une demi-heure. Merci beaucoup.